Allez, c'est parti pour le cinquième épisode du YouTube X Podcast renommé en Le Trail qu'on aime depuis deux épisodes, disponible maintenant sur toutes les plateformes. Donc on va refaire une petite mise au point de qu'est-ce qu'on fait ici, qui sont les chroniqueurs, qu'est-ce que vous allez écouter aujourd'hui. Donc le trail qu'on aime, donc je vous présente en premier qui c'est qu'on a comme chroniqueur pour que vous ayez un petit peu une meilleure idée de ce que vous allez écouter. Donc moi je suis Mathieu Delpech, je fais du trail maintenant, j'en ai fait mon métier pour Brooks et je communique beaucoup autour de tout ça. C'est vraiment ma passion, donc je suis toutes les courses, je suis toutes les actus parce que je suis vraiment passionné de ça et je me suis entouré là d'une équipe qui est également très passionnée, qui a d'autres compétences. Donc en premier, qui est avec moi actuellement, Nicolas Martin. Nicolas Martin, c'est un petit peu notre encyclopédie du trail, athlète qui fait du haut niveau maintenant depuis plus je crois, 12 ou 13 ans. Il a fait multiples sélections en équipe de France, des podiums au Templier, des podiums sur les courses de l'UTMB, des podiums au championnat du monde. Donc, les courses de haut niveau, il a fait ça. Et c'est vraiment aussi un passionné de l'entraînement. Il est aussi coach. Donc, Nico, comment tu vas aujourd'hui? Bah, ça va super bien. On a changé de côté du Mont Blanc pour ce stage avec Brooks de reco des courses de l'UTMB. D'habitude, on est plutôt dans la vallée de Cham et là, on est après Saint-Didier du côté de Courmayeur. Donc, un autre côté du Mont Blanc qu'on a moins l'habitude de voir, mais c'est absolument magnifique. Donc, après une semaine de vacances dans le Beaufortin et après ma reprise dont on parlera après, plein de bons moments en montagne en ce moment, c'est cool. Deuxième chroniqueur de ce podcast, Alexandre Viol, journaliste aussi sportif de trail, qui a grandi dans le plus beau pays du monde, qui a grandi dans le Cantal, et il met sa passion au service aussi de la jeunesse, puisqu'il est manager du team Sidas Matrix, qui a fait son apparition il y a 2 ans, je crois. Donc il a pris... Ah, il va nous corriger, donc... Mais en tout cas, il aime Alors, transmettre aux jeunes, et il écrit aussi pour quelques magazines. Encore un grand passionné qui fait aussi du trail de très bon niveau. Donc Alex, comment ça va? Et corrige-moi tout de suite. Ça va très bien. Tu fais une petite faute de langage que beaucoup de monde fait. Donc, il y a le team Sidas Matrix et l'académie Sidas Matrix. Donc, c'est deux choses bien différentes. Et il y en a beaucoup qui disent le team Sidas Matrix Academy, mais non, c'est bien l'académie Sidas Matrix. Donc, ouais, comme tu l'as dit, je suis manager de cette structure-là. Et là, on est dans les Pyrénées actuellement. On vient de terminer un stage d'entraînement tous ensemble. On vient de faire passer une belle journée dehors avec 5 heures de vélo en ayant fait le Tour Malais. Donc, je suis complètement cramé, mais on va passer un bon moment tous ensemble. Et enfin, pour conclure tout ça, nous avons Théo Robin, un petit peu notre côté médical de ce podcast, puisqu'il est kinésithérapeute de formation, passionné aussi de trail et bien sûr pratiquant qui ne démérite pas dans son engagement. Et puis Pour donc, rester poli, pour rester poli. Assidu, j'aurais dit. ah si, tu voilà, c'est le mot que je cherchais, mais il Ok, n'est pas ok. venu. Donc Théo Ok, qui ok. étudie maintenant à Aix-les-Bains et fondateur de la structure Cap Prévention pour accompagner les trailers pour revenir de blessures ou pour justement prévenir ces blessures pour qu'elles n'arrivent pas. Et ils font aussi du coaching et de l'accompagnement, donc avec son cofondateur Gauthier. Théo, comment ça va? Et ben ça va bien après un week-end en altitude et au soleil, on va pas se plaindre. Donc merci Théo pour ton retour. Donc maintenant, je vais vous développer un petit peu la ligne éditoriale du podcast. Je pense que globalement, le nom dit tout. Le trail qu'on aime, donc c'est vraiment les actus qui nous font plaisir. Nous, on a quand même une sensibilité haut niveau. Après, dans ce podcast, on va pas non plus se prendre trop la tête pour faire du montage, pour vous faire des jingles. Je pense que l'intérêt, c'est pas dans l'habillage, mais nous, c'est plutôt dans le contenu et dans notre expertise, notre façon d'analyser l'actu du trail. Donc, on est bien sûr sensible aux résultats et aux courses de haut niveau, mais je pense que notamment avec Alex, on va pas non plus négliger les aspects sociétaux, tout ce qui peut se développer aussi de ce côté-là, même si c'est pas notre corde sensible. C'est quelque chose qui nous tient à cœur d'analyser le trail dans sa globalité. Donc voilà, on est sur un podcast qui, pour l'instant, très amateur et qui n'a pas forcément vocation à devenir énorme, mais en tout cas, on fait ça parce qu'on aime. On a envie de mettre en avant aussi des courses, des profils qui sont intéressants. C'est ce qu'on va faire ici. On va pas inviter les athlètes pour bénéficier forcément de leur notoriété avant tout. Nous, on est vraiment animés par la passion et vous parler de ce qu'on aime, c'est ce qu'on va faire ici, comme le podcast le présente dans son nom, que on a choisi avec la communauté qu'on a sur le canal de discussion où on analyse un petit peu plus, de façon plus concise parfois, les résultats. Maintenant, on développe plus ça ici. Et puis voilà, si vous voulez soutenir ce podcast, c'était à la base, c'était aussi pour soutenir pour à la base, c'était aussi pour que les gens qui me soutiennent en fait
sur mon KissKissBankBank, qui est une plateforme pour faire des dons, puis avoir un petit podcast en plus. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont poussé pour en faire bénéficier le plus de monde possible. Donc c'est pour ça que vous le retrouvez aujourd'hui sur les plateformes. Donc si vous voulez le soutenir, hein, bien sûr, vous avez le lien du KissKissBankBank dans la description qui vous donne en fait accès en avant-première aux épisodes. Donc entre 36 et 48 heures avant la sortie, vous pouvez déjà écouter l'épisode. Et vous avez aussi donc l'accès à la vidéo de l'épisode où vous nous voyez discuter. Donc là, par exemple, eh ben, je suis torse nu, donc il y a des gens qui ont payé, qui peuvent admirer ça, bien évidemment. Et puis aussi, parfois, on fera peut-être des analyses, des petites présentations qui seront encore plus visuelles. Donc, vous aurez un petit bonus si vous nous soutenez. Et si vous n'avez pas les moyens, je vous propose aussi, bien sûr, de nous soutenir en mettant une petite note sur votre plateforme d'écoute et éventuellement un petit commentaire. Donc, ça va nous aider un petit peu à remonter et ça fait toujours plaisir de lire vos retours et de voir que vous appréciez notre travail qu'on fournit donc gratuitement sur toutes les plateformes. Alex, un petit mot? Ouais, vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram si vous voulez. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Quel On va mettre gratteur. aussi le lien de son profil Tinder dans la description. Donc, vous voyez, ici, on se prend pas la tête. Et donc, je propose de faire un petit tour de table pour parler de l'actu de nos chroniqueurs. Les 3 dernières semaines ont été bien remplies. C'est pour ça que on n'a pas pu faire d'épisode parce qu'on était tous très occupés. On va commencer par Nico. Je crois que tu as mis un petit dossard. Comment ça s'est passé? Et oui, le premier dossard depuis les Templiers 2023 et même, je dirais, depuis les mondiaux quasiment de l'année dernière où j'avais une douleur au genou. Là, ça va mieux. Donc, j'ai décidé de reprendre par une grande classique de la course en montagne française. On était, je crois, pas loin de la 40e édition pour la montée du Nid d'Aigle. Et donc voilà, la seule manche française de Coupe du Monde de la course en montagne. Donc forcément un gros niveau. Ça s'est passé correctement, on va dire. J'ai réussi à gagner chez les féminines. Non sans mal, mais voilà, je suis content d'avoir repris. J'ai pu faire, il y avait une seule descente de 600 d c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là et ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu faire une belle semaine d'entraînement derrière sans douleur au genou. Donc voilà, je me réathlétise gentiment. Je retrouve un niveau pour accompagner les copains en montagne et puis voilà, j'ai toujours un seul objectif en tête cette année, c'est d'essayer d'être performant sur la ligne de départ du Grand Trail des Templiers. Donc on continue dans ce sens-là. En tout cas, ça semble aller dans la bonne direction, ça fait plaisir. Moi, personnellement, j'ai couru le 4 fois 1800, donc maintenant ça fait déjà une petite semaine. Donc les championnats du monde d'Auvergne de trail, c'était un petit peu la deuxième étape dans mon processus de préparation vers la CCC qui avait commencé un petit peu au Cross du Mont Blanc en début d'été, qui faisait la transition entre la partie plus réhab et réathlétisation pour aller plus vers de la préparation spécifique. Et donc, les 3 semaines avant la course, j'ai pu faire des belles séances et la forme a vraiment augmenté par rapport au cross du Mont Blanc. Et donc, j'ai gagné ce 4 fois 1008 à la maison. Il y avait aussi Alexandre qui était là. Vraiment une course magnifique. Les plus beaux chemins, je pense, quasiment tous les plus beaux chemins du Cantal. 4 sommets à plus de 1 800 mètres. Énormément de plaisir à courir sur les chemins où j'ai un petit peu façonné le trailer que je suis aujourd'hui. Et donc, il y avait quand même du très bon niveau avec Quentin Melleux, Johan Bojar, Rémi Brassac. Et donc, en partant en gestion, j'ai réussi à finalement aller m'imposer en prenant le devant au tout dernier sommet. Donc, ça fait un gros boost à la confiance. Et là, on est donc en stage avec Brooks, avec Nico, en Italie, après Saint-Didier, juste à côté de Courmayeur, pour faire le gros bloc de cette préparation CCC. Il y a les grosses séances qui arrivent. Ça fait plaisir. Là, je pense que j'espère que tout va bien se passer comme c'est depuis le début de l'été. Donc, c'est cool. Je propose à Alex de nous donner ses actus. Ouais, bah moi, tout va mieux, on va dire, surtout au niveau du genou, j'ai quasiment plus de douleur, donc je peux recommencer à m'entraîner correctement, puis je commence à retrouver des sensations aussi que j'avais perdues depuis quasiment 2 mois, et j'ai beaucoup enchaîné aussi les dossards. Après la Corse, où on s'était quitté pour le dernier épisode, j'ai fait la partie nord du GR20 en 4 jours. Un énorme chantier, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'invite tout le monde à aller se renseigner avant de s'aventurer sur le GR20 parce que j'ai vu des gens avec mal chaussés, mal préparés. Enfin, c'est assez impressionnant le nombre de gens qui y vont sans trop savoir dans quoi ils s'embarquent. Et puis, bah, j'ai enchaîné avec la 4 x 1008, comme Mathieu. Superbe événement, super course. C'était vraiment chouette. Malgré tout, j'avais pas de très bonnes sensations, donc c'était un peu compliqué. Et puis là, professionnellement, j'ai enchaîné cette semaine dans les Pyrénées avec l'académie pour une semaine de stage où l'idée c'était de voilà, apporter
encore un peu plus de cohésion, partager encore plus de moments avec les athlètes, qui puissent encore apprendre un peu plus à se connaître. Et ça s'est super bien passé. Et puis on a fini sur la Sky Race des Gabizos. Donc c'est une course locale qui a lieu à Reims-Marsous, le fief des Esclopes d'Azun et du président de ce club-là, Philippe Lannes. Et c'était super chouette. J'ai pu partager la course avec Jules Mongelat, dans un de mes athlètes. Donc c'était super chouette et j'ai retrouvé de super sensations. Donc voilà, une très belle semaine, comme je l'ai dit, qui s'est terminée aujourd'hui avec une belle sortie vélo, un petit tour malais. Donc que du plaisir. Théo, la dernière fois qu'on s'était quitté, tu venais de faire une très belle course au Grand Tour de la Vanoise. Et est-ce que tu as bien récupéré? Quelles ont été les actus ces 3 dernières semaines? Ah, c'est le tour des glaciers de la Vanoise. Ouais, excuse. Mais Le TGV. ça c'est. Bah écoute, depuis ça a été plutôt tranquille parce qu'on a fait 2 belles semaines de récup avec un petit séjour de 5 jours sur Montpellier. Après, je suis reparti en Bretagne. Et puis cette semaine, retour un petit peu à l'entraînement et aussi avec un peu plus de challenge perso, puisque bah, du coup, on cherchait à intégrer une nouvelle personne au sein de l'équipe chez Cap. Donc avec Gauthier, on a posé une annonce, lu quelques CV et puis on espère trouver notre pépite très prochainement. Bon, on espère que vous allez trouver ça, mais on n'a aucun doute là-dessus. Donc, c'est peut-être l'heure que je vous donne le programme du jour. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Donc, voilà, comme d'habitude, on commence avec nos actus perso. Ensuite, on va faire en donner un petit peu des. On va pas détailler tous les résultats des courses des dernières semaines, mais on va faire un petit peu des focus rapides sur des résultats qui nous ont marqués, des profils qu'on a bien aimés dans les dernières courses. Et puis ensuite, on va décortiquer une question un petit peu plus centrale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une course de haut niveau? Donc, question assez vaste au final. Mais je pense que c'est intéressant. On va vous proposer un petit peu de classer un petit peu des courses dont on a fait la liste. On va débattre là-dessus. Et puis ensuite, on va parler bien sûr de l'actu. C'est franchement, au niveau du sport actuellement, c'est les JO qui sont sur le devant de la scène. Donc une question qui a déjà été pas mal décortiquée. On a un petit peu tout entendu, mais je pense que c'est pas mal de nous donner peut-être un petit peu nos avis et puis surtout des éléments de réflexion qui vous permettront peut-être de faire votre propre avis de si le trail doit ou non faire partie des JO et qu'est-ce que ça peut impliquer. Et puis on en conclura comme d'habitude par nos petits coups de cœur et nos petites recommandations, que ce soit des événements, des athlètes, des podcasts, des magazines ou des petites anecdotes qui nous ont plu récemment mais qui ne sont pas forcément des résultats. Donc je vous propose de commencer tout de suite par les dernières courses un petit peu qui nous ont marqué sur les dernières semaines. Donc il n'y a pas eu énormément d'événements majeurs sur la scène internationale, mais il y a quand même quelques courses qui méritent qui mérite de faire parler d'elle. Donc, notamment la seule Coupe du Monde de course en montagne qui a eu lieu en France. Donc, Nico, tu étais là, tu étais là-bas. Qu'est-ce que tu as remarqué là-bas qui était intéressant? Eh ben, alors j'aurais pu filmer quasiment l'intégralité la tête de course féminine, puisque j'ai commencé mon début de course avec Julie Lelong, et puis après une grande partie de la course avec un peu une des révélations, je trouve, de la saison sur ce type de distance. C'est Scoot Atkin qui l'a emporté dans un très bon temps, et elle fait pas si loin du temps des Kenyans de l'année dernière, parce que là, on rappelle, on est sur un parcours qui est pas le parcours original à cause de travaux sur la ligne du train du Mont Blanc, mais on y reviendra normalement l'année prochaine sur le vrai parcours. Donc là, il y a eu 2 éditions un peu différentes qui passent par le col du Tricot. Et voilà, un excellent chrono devant 2 Kenyans, dont Kipsang qui a fait deuxième de la verticale l'année dernière aux mondiaux, et puis une jeune espoir. Et puis nos Françaises qui se sont pas mal sorties avec ouais, un peu une légende, on va dire, hein, des sports outdoor, même si elle fait plus du ski alpinisme que du trail ou de la course en montagne, mais c'est la quatrième place d'Axel Mollard-Gachet, quasiment sans se préparer. C'est vraiment un énorme talent. Dès que ça monte, elle est incroyable. Et juste devant, donc Julie Lelong, qui est championne de France de trail court. Et puis du côté des hommes, 4 Kenyans dans les 5 premiers et un seul homme pour empêcher la totale hégémonie kenyane. C'est le retour de Sylvain Cachard, qui, on l'espère, va lancer sa saison, qui a fait une course vraiment de très bon niveau avec un excellent chrono, en plus dans un contexte personnel qui n'était pas hyper évident pour lui. Donc ça, c'est vraiment gros plus pour Sylvain, et on l'espère. Un excellent chrono à Zinal, pas loin de son record, voire mieux. Et puis, si tout se passe bien, on devrait le retrouver sur un format plus long à l'OCC. Et pour avoir fait une rando course avec lui cette semaine,
pense quand même que il va en surprendre deux trois à l'OCC s'il tient jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'il est hyper solide et il a la caisse, je pense, déjà pour faire ce genre de format. Donc voilà, puis c'était un super retour, une course où on se prend pas trop la tête avec des paysages fabuleux. Donc je recommande à tout le monde de faire le Nid d'Aigle et j'insiste sur le fait qu'on puisse se faire plaisir aussi en faisant seulement des 20 km, quoi. Merci Nico, c'était complet. Ça fait plaisir de revoir Sylvain aux avant-postes et on espère que sa prépa jusqu'à l'OCC va en continuer d'être excellente. Donc, Alex, vas-y. Non, juste nous souligner quand même la performance de Julie Lelong qui, moi personnellement, m'a vraiment impressionné sur ce type de format. Je la pensais pas aussi costaud en boss et moi je trouve qu'elle a vraiment été impressionnante puisqu'elle finit pas si loin que ça de Axel. Donc voilà, elle fait un super début de saison. C'est une fille qu'on connaissait pas avant ce début d'année et je pense elle va compter dans les prochaines années comme l'une des Françaises à suivre. Et puis aussi, on peut noter pour une petite anecdote une fondeuse, donc une athlète de ski de fond qui vient s'immiscer parmi les meilleures athlètes françaises de la course en montagne. Donc Delphine Claudel qui fait, si je me trompe pas, sixième. Donc Tout à fait, devant Clémentine Geoffrey, donc une excellente perte de Delphine Claudel. Après, on sait que les fondeuses sont rapides, hein, parce que Delphine avait dû faire troisième en haut de l'Alpe Tcherny, qui est la dernière étape du Tour de ski, là où Sofia Loukli s'était imposée. Donc, visiblement, celles qui sont fortes à l'Alpe Tcherny sont fortes aussi en trail. c'est vrai. Et puis donc pour compléter dans la lignée des courses, des Coupes du Monde de course en montagne, donc avait lieu aujourd'hui même, donc là on est sur de l'actu très fraîche, le Girdimont, qui est une course vraiment mythique de la course en montagne espagnole, qui a lieu après Mana, Italienne. italienne bien sûr, ma langue a fourché, donc qui a lieu après Mana depuis 1961, donc plus de 60 éditions déjà de cette course. Et là, le profil un petit peu que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est l'athlète qui fait cinquième de cette course. Donc ceux qui nous suivent sur le canal de discussion YouTube X sur Instagram, le connaissent déjà, c'est vraiment un animal qui répond au nom de Jack Kunzel, donc un Américain qui il est vraiment à part en fait, c'est vraiment un petit peu un ovni dans le milieu du trail. Il était dans les forces spéciales américaines et en fait il s'est découvert une passion pour l'ultra-endurance et le trail et l'alpinisme un petit peu en mode fast and light. Et il s'était déjà attaqué à pas mal de FKT. Et donc les FKT, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire en anglais fastest known time. Et donc le meilleur temps connu, c'est des records qui sont faits en fait en dehors des courses. Et il avait pas mal de FKT très très relevés aux États-Unis. Et en fait, il s'est fait connaître en Europe en battant le FKT de Kilian Jornet, donc au Bob Graham Round, qui est une boucle mythique. Donc au Royaume-Uni, une boucle. Lake District, si Donc je dis voilà, pas. ouais, c'est ça, c'est dans le Lake District, donc autour d'une douzaine d'heures, donc ça, c'est quand même ça commence à être solide. Et puis là, il est venu s'installer tout l'été en Europe dans un camping-car. Il dort en fait le plus en altitude possible. Quand il a tenté en fait le record du Mont Blanc aussi en mode vraiment fast and light, torse nu sur les trois quarts du parcours. C'est un petit peu sa marque de fabrique de courir torse nu. Et puis on peut noter que c'est un athlète en fait sans sponsor parce qu'il n'a pas envie d'avoir de contraintes, il a envie d'être libre. Il fait un petit peu de coaching donc pour pouvoir survivre, mais je pense que c'est quelqu'un qui vit vraiment sobrement, qui a pas besoin de gros moyens et qu'on devrait voir normalement à Kima. Donc il met pas beaucoup de dossards, mais là il avait envie de se tester un petit peu sur des courses en montagne et des courses mythiques européennes, donc 2 fois en Italie. On va voir ce qu'il fait Akima, mais là, c'est non seulement un athlète qui est fort en ultra-endurance, mais qui est aussi fort sur un format de 3h20, puisque là, c'était la durée de la course de ce Gir Dimon. Donc, je vous invite à aller suivre sur les réseaux. C'est aussi, si vous parlez anglais, c'est une grande gueule qui est assez marrante à suivre et il montre bien ce qu'il fait. Forcément, c'est pas de la grosse mise en scène, c'est pas du gros montage, mais c'est sans filtre. C'est vraiment ce qu'il représente, donc un profil à part. C'était mon petit coup de cœur du jour. Alex. Ouais, non, juste petite parenthèse, Lake District, pour y être allé, c'est vraiment incroyable. C'est perdu au nord de l'Angleterre entre Liverpool et l'Écosse. Et c'est un petit parc national qui paye pas de mine. Mais franchement, c'est impressionnant. Et moi, quand j'y suis allé, j'étais loin de me douter qu'il y avait ce genre de paysage en Angleterre. Donc allez-y si vous avez l'occasion d'y aller. Et en parlant de FKT aussi, on peut parler du FKT de Iris PC qui a réalisé la montée l'aller-retour de la Pointe Percée, donc un sommet très connu dans les Aravis qui est à plus de 3000 mètres et qu'elle a réalisé depuis le Grand Bornand. Voilà, donc ils ont communiqué un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y avait un temps de référence féminin?
Eh ben, en fait, alors j'avoue que j'ai pas Hôtesse, cherché. une Je me opération de posais la question. communication. Je me posais la question, donc j'avoue que j'ai pas la réponse parce que j'ai pas trop compris d'où ça sortait ce FKT. Mais On voilà. pourra en y revenir après, peut-être. Pourquoi t'as envie de. Ok, bon, Non, bah, non, moi, non, je non, sais pas. j'ai pas creusé le sujet, mais j'ai aussi vu passer ça et je pense que ça peut alimenter la discussion dans le prochain, dans la prochaine partie du podcast. Enfin, un truc sur les FKT. Et ensuite, il y a eu aussi la 6000D qui est une classique du calendrier français entre elles et qui est aussi une course qui, je pense que j'aurais pas la date et les éditions en tête, mais qui est là depuis Il a très très commencé en longtemps. 1990, si je dis pas de bêtises, pour la première édition. C'était la 35e, non? Ouais, mais 90, je suis quasiment sûr. Ouais, bah Et ça a 35e, je crois. été, ça a été une course vraiment phare hein, du trail, on va dire, jusque au milieu des années 2000, avec des records qui sont absolument stratosphériques. On est retombé l'autre jour dessus avec le duc de Savoie, Hugo Ferrari. Et on se faisait la réflexion de savoir s'il y avait vraiment la distance. Ils annonçaient 55-3000 et le record est en 4h09. C'est quand même vraiment, vraiment monstre solide. Rob Dieppe, qui est un coureur que les plus anciens connaissent, qui avait fait deuxième du marathon du Mont Blanc en 2007 pour ma première avec un dossard sur une course à Chamonix. Et voilà, donc c'est une belle classique. Il y a toujours un beau plateau. Cette année, c'était Challenge National de Trail. Et puis, on a vu le retour un petit peu, même s'il avait fait une belle Transvulcania et une belle et nette domination d'Antoine Thieria qui s'impose assez facilement devant un Sepp Speller qui nous a fait une petite fantaisie à l'arrivée. J'ai pas vu exactement, je sais pas s'il y en a qui ont la référence. J'ai vu qu'il avait jeté ses chaussures. Je sais pas trop pourquoi, mais ça faisait une Ouais. photo Et originale. il a dit, A ça me fait priori, chier. il a eu des grosses ampoules et il aurait fini les. J'ai plus la distance en tête, mais qu'il a fini un certain nombre de mètres en chaussettes parce qu'il avait des ampoules de partout à cause de ses chaussures. Donc, Un Alsacien battu par un Vosgien, donc Ouais. C'est la voilà. guerre. en plus. C'est pour ça qu'il a Surtout qu'il est décidé de libre, le faire. normalement sur l'équipementier, il est libre pour les chaussures, ça peut là. Donc du coup, il Ouais. pouvait C'est se lui qui les permettre de jeter choisit. ses chaussures. Non, mais surtout qu'il disait il a fait un post sur Facebook, pour ceux qui sont encore sur Facebook, et il disait qu'il avait couru énormément de courses avec ces chaussures-là, et que c'est la première fois qu'il avait eu des ampoules. Donc, Ouais, bon, après, c'est quand même une très très longue descente pour ceux qui connaissent pas la 6000D, mais le principe, on le rappelle pour ceux qui connaissent pas, mais 6000D à la base, c'est parce qu'ils montaient 3000 et descendaient 3000. Et donc, en fait, il y a une énorme descente depuis le sommet du glacier. On dégringole ouais, 2400 mètres, je pense, d'un coup, quasiment. Donc, c'est vraiment une longue, longue, longue descente. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu problématique. En 2012, je me rappelle que Fabien Antolino, ça avait aussi fini avec deux énormes ampoules sous les pieds, donc c'est assez courant, j'ai l'impression là-bas. Anecdote très Mais intéressante. oui, vous le savez. Et qu'il avait fait Sentinelle derrière avec l'équipe de France, il n'avait D'accord, pas pu d'accord. courir. Allez, avançons que l'heure tourne et on essaye de faire des podcasts qui s'éternisent pas trop. Et puis Nico doit aussi partir donc dans 30 minutes. Donc, une dernière course qui a vraiment occupé l'espace médiatique ces 3 dernières semaines, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté forcément. C'est la Hard Rock Run, donc, qui a été atomisée par Ludovic Pommeret, qui du haut de ses 48 ans et quelques jours avant ses 49 ans, donc a fait une course exceptionnelle. C'est une course qui est relativement, donc qui est assez mythique en fait médiatiquement, dont on entend beaucoup parler, mais qui en fait n'est pas forcément une course de très haut niveau puisqu'elle a un peloton très très réduit et il y a très peu d'élites en fait qui sont allées s'y frotter. Il y a les très grands noms qui y sont passés, donc bien sûr Kylian Jornet, François Daen, qui l'ont gagné et qui lui ont donné un petit peu cette aura. Et c'est aussi une course qui se déroule à plus de, je crois, autour de 3500 mètres d'altitude en moyenne, donc avec des passages à plus de 4000. Donc c'est vraiment aussi un facteur qui est déterminant dans cette course, c'est l'adaptation à l'altitude. Et donc Ludovic Pommeret qui a battu le record de cette course, le record absolu, puisque c'est aussi une course qui se fait dans les deux sens en alternance année après année. Et donc là, Ludovic Pommeret qui allait battre le record de Kylian Jornet. Donc je pense que c'est quand même une perf de très haut niveau, mais peut-être qu'on pourrait dire que c'est pas forcément une course de niveau. Ça ouvre la question du jour. Donc on va proposer à Nicolas Martin, qui a lui beaucoup d'expérience dans ce domaine de haut niveau, de nous donner un petit peu sa vision. Comment lui, il voit une course de haut niveau? Quels sont les facteurs qui font qu'on peut dire qu'une course est de haut niveau ou pas forcément? Ah, pour moi, une course de haut niveau, c'est avant tout, au-delà du niveau des tout premiers coureurs, c'est quand même la densité de la course. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait du haut niveau. C'est combien il y a de prétendants légitimes à la victoire, au podium, au top 5, au top 10. Quand on parle de la hard rock, par exemple, ben oui, on a 2, 3, 4, ça dépend des années, coureurs de très bon niveau, mais on va dire que
au-delà des trois quatre premiers, voilà, faire un top 5 6 à l'Hard Rock, ça, c'est pas un énorme résultat parce qu'il y a peu de densité. Donc, moi, je le classerais pas dans une course de haut niveau, même si on peut voir des performances de haut niveau de la part de certains des athlètes sur ces courses-là. Alors, je sais pas exactement comment il tire au sort, par exemple, à la Hard Rock, mais je pense qu'ils sélectionnent toujours pour avoir quelques élites, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même peu de densité. Et donc, globalement, voilà, une course de haut niveau, c'est une course où on a cette densité. Alors, il y a des formats quand même, je pense, dans le trail et la course en montagne où on se pose moins la question. J'ai avec la course en montagne, par exemple, est quand même beaucoup plus une discipline de haut niveau que le trail en règle générale, parce que c'est presque pratiqué que par des gens qui sont vraiment ultra compétiteurs. Donc on a globalement souvent un peu plus de courses de haut niveau aussi sur ces formats parce qu'on peut plus les enchaîner. Et après, dans le trail, on a quand même vraiment cette frontière qui est pas simple à déterminer entre une course médiatique et une course de haut niveau. Il y a des courses qui peuvent être de haut niveau, qui ont peu de médiatisation, même si elles en ont l'année où elles ont lieu. Mais par exemple, les championnats, typiquement de France, ça, c'est pas forcément sur des courses qui sont toujours très connues, mais c'est presque tout le temps des courses de haut niveau. Donc pour moi, c'est vraiment la densité. Si on devait citer, retenir qu'une chose, c'est la densité de coureurs. Alors après, comment on la définit, ça, c'est un peu plus dur, mais je dirais que voilà, une course de très haut niveau, c'est quand il y a plus de 5 6 coureurs au-delà de 900 en cotation, que ce soit en index UTMB ou en cotation ITRA, quoi. Voilà, c'est vraiment une course de très haut niveau. S'il y a déjà plus de 5, ouais, je dirais, s'il y a déjà plus de 5 coureurs au-dessus de 900, ça commence à être vraiment très solide. Moi, les éléments auxquels je suis sensible, c'est vraiment ce qu'a dit Nico, c'est la densité un petit peu devant, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et aussi un petit peu la mentalité des coureurs à l'avant. Donc, c'est pas des courses forcément où les coureurs vont se dire je vais être finisher, mais où le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible et forcément d'aller donner le meilleur de soi-même. Et là où quand le défi devient de finir la course, et ben pour moi, quand même, ça devient compliqué de définir ça comme du haut niveau. Donc, il y a pas mal, il y a des exemples qu'on va vous donner un petit peu après, qu'on va développer. Et ouais, je pense que Nico a quand même relativement bien défini le sujet. Il y a des disciplines qui sont en fait par essence de haut niveau, donc que ce soit un petit peu, qui sont très peu pratiquées de manière récréative. Donc, le ski alpi. Donc forcément, il y a aussi des gens qui le font un petit peu plus de manière récréative, mais à l'avant, quand on va faire une verticale en ski alpi, il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui sont là pour faire une balade et le but, c'est vraiment tous d'aller le plus vite en haut. Et puis ensuite, il y a le biathlon qui se pratique uniquement au niveau, donc il n'y a aucune compétition de manière récréative. La course en montagne, ouais. Les championnats de France de course en montagne, c'est pas des gros pelotons, mais en fait, tout le monde est là pour vraiment faire une compétition, aller le plus vite possible. Alors que même sur les championnats de France de trail, il y a beaucoup de gens qui seront là pour être finisher. Même si à l'avant, il y a de la densité, mais derrière, ça se dilue un petit peu. Donc voilà un petit peu ma vision et d'autres éléments de réflexion. Alex, tu veux compléter? Non, non, vous avez tout dit. Après, du coup, il y a une corrélation qui se fait un peu naturellement. C'est quand même lié à la distance et au temps d'effort. Je pense que si on regarde toutes les courses, à part l'UTMB qui est un peu l'ovni là-dedans, plus la distance est courte et plus la course, plus il y a de densité sur la course et plus la course est de haut niveau, je pense. Oui, ça, je suis assez d'accord parce que pour être performant sur des courses plus courtes, l'entraînement nécessaire est souvent moins important, donc il y a plus de gens qui peuvent le faire. Ça, c'est sûr, surtout dans une discipline comme le trail qui est aujourd'hui pour moi pas un sport professionnel et donc forcément, bah, il y a quelques professionnels, mais la plupart des gens sont pas professionnels et sur des formats longs, c'est quand même un frein, quoi. Donc, je vous propose d'enchaîner. On a fait une petite liste de courses et on va un petit peu les classer dans quatre catégories. Donc, on a fait quatre catégories, donc très haut niveau mondial, haut niveau national, bon niveau, et puis les courses surcotées. Donc, comme on l'a rappelé, il y a des courses qui sont un petit peu très mises en avant médiatiquement, mais qui pour nous, en fait, ne sont pas des courses qui ne sont pas des courses de haut niveau. Après, je comprends que ça puisse intéresser certaines personnes, mais en fait, ce qu'il faut bien faire, ce qui parfois me titille un peu, c'est le mélange en fait entre course médiatique et course de haut niveau, entre perf médiatisée et perf et très bonne perf. Donc, vous allez comprendre quand on va un petit peu commencer la liste. Donc, pour commencer, donc, on va parler de cette hard rock, donc, dont on vous a déjà parlé à l'instant. Alex, pour toi, la hard rock, est-ce que c'est une course de haut niveau? Non, c'est une course mythique. Euh, Si on doit la classer, je la classerai, je pense, ouais, dans le bon niveau. On peut dire ça peut-être. Ouais, elle est un peu surcotée quand même, parce que
Je pense que certaines personnes seraient capables de valoriser un top 5 ou un top 10, alors qu'en fait, ils finissent à plus de 15%, même voire 20% du temps du premier. Ouais, mais globalement, je pense que si on analyse les top 10, Mais il y a quand même alors, des perfs de très haut peut-être niveau devant, c'est peut-être moins sûr. chez les femmes, mais peut-être chez les hommes, Ah, je les pense que podiums, après, t'as toujours des bons coureurs qui sont dans le top 10, je pense. Donc, deuxième course, Théo, tu étais cette année au championnat de France de trail. Est-ce que pour toi, c'était une course de haut niveau que tu as vue devant tes yeux? Oui, clairement, oui, ça, c'est sûr que oui. Donc là, Par rapport à la densité, que ce soit sur les formats courts ou longs, c'était difficile de trouver. Bon, peut-être les ultra favoris, on avait à chaque fois deux trois, mais pour trouver le top 20 dans l'ordre, c'est quasiment impossible. donc la densité est vraiment là, mais par contre, il y a pas ça manque quand même de top athlètes de niveau mondial au-dessus de 900 ITRA. Donc il y en avait quelques-uns sur le trail long, mais je crois que sur le trail court, en fait, cette année, il n'y en avait pas. Donc on pourrait dire que c'est du haut niveau national. En fait, c'est les championnats de France. Donc je pense que Ouais. dans au niveau Moi, national, moi, je dirais que sur le trail long, vu la perte des Français derrière aux Europes, je pense que c'était quand même quasiment une course de très haut niveau mondial. Après, sur le trail court, on l'a vu aussi sur les sélections derrière, ils ont eu un peu plus de mal à s'exprimer, les coureurs qui avaient été à l'avant. Donc, je dirais plus au niveau national sur le trail court pour cette année. Après, ça dépend des protagonistes. Il y a des années, c'est mal placé la date et il y a moins de niveau, donc ça varie un petit peu, quoi. maintenant, je vous propose de parler de la Diagonale des Fous. Alex, à toi l'honneur. Ouais, mais c'est trop dur, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est trop, c'est trop dur. Moi, je dirais que c'est surcoté, pas qu'il n'y a pas de niveau par rapport aux les coureurs qui gagnent, mais par rapport aux retombées qu'il y a et par rapport à comment c'est vu dans un palmarès, quoi. J'ai un exemple en tête, 'fin, parce qu'on courait en même temps, mais en 2022, Attention, le c'est name dropping! non, c'est c'est mis quand même limite au-dessus des championnats du monde de trail, par exemple. Je pense la gagne cette année-là. Pour moi, quand tu vois les coureurs qu'il y a au départ des deux courses, il n'y a quand même pas photo, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu surcoté. Bien évidemment, aucun coureur de niveau moyen n'a jamais remporté la diagonale des fous, hein, mais c'est surcoté par rapport à l'idée qu'on s'en fait, quoi. Je pense que c'est une très bonne réflexion. Donc, les championnats du monde de trail dont tu as fait deux fois deuxième, ça pour toi. Bah, je pense que c'était surcoté, faut pas se mentir au début. Et je pense que je n'étais pas le deuxième meilleur du monde quand j'ai fait, même si on voit que les années qui passent, que les chronos qu'on avait fait à la Transvulcania, par exemple, avec Luis Alberto cette année-là, restent dans les chronos faits par les meilleurs du monde aujourd'hui aussi. Donc finalement, on n'était pas si mal, mais il n'y avait pas une grosse densité, donc c'était un peu surcoté, on va dire. Aujourd'hui, quand même, enfin, en tout cas, les derniers championnats du monde, je pense que c'était du très haut niveau mondial. Après, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, plus les courses sont longues, moins il y a de densité. Donc c'est vrai que sur le trail long, c'est peut-être un peu moins. Après, le cinquième ou le sixième des derniers championnats du monde, il a fait deuxième de l'UTMB. Donc je pense qu'il y avait quand même un petit peu de niveau. Le quatrième des mondiaux, sixième. Donc ça reste quand même aujourd'hui, je pense, des courses de très haut niveau mondial. Et ce qui manque un petit peu au championnat du monde, c'est des très grands noms. L'année dernière, Jim Wamsley aurait dû participer et ça aurait légitimé un petit peu la course. Kylian n'a jamais pris part. C'est un petit peu ça qui manque peut-être pour que ça passe encore un cap au niveau de la médiatisation. Allez, je vous propose de passer à une catégorie cette fois qui va, je pense, ne pas faire débat. C'est les courses de la Golden Trail et notamment, ben, pas toutes les courses, mais les trois courses principales et phares de la Golden Trail World Series, donc qui sont le marathon de Zegama, le marathon du Mont Blanc et puis la course de Sierzinal, qui selon moi sont vraiment les trois courses qui représentent un petit peu le Graal du haut niveau avec une densité folle et des batailles exceptionnelles. Donc, par contre, la petite question que je vous pose, les gars, aujourd'hui, c'est peut-être, est-ce que, selon vous, c'est possible de faire un classement entre ces trois courses? Quelle est la course ouais, quelle est la course où il y a le plus de niveaux, selon vous? Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Je pense que c'est Sierzinal. Je pense que c'est Cerzinal qui a un petit cran au-dessus quand même quand on regarde. Je pense que si on devait élargir au top 100 des trois courses, en tout cas, moi, sans l'avoir analysé, mais pour avoir été sur les trois événements et suivre un petit peu avoir suivi un petit peu sur les ravitaillements notamment, donc de voir tous les coureurs passer, j'ai des souvenirs de Cerzinal où à l'hôtel Weisshorn, donc à quasiment 10 bornes de la fin, de voir passer des mecs et des filles à la 70, 80e place où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi?
ils sont perdus, ils font un footing, ils font une rando, qui te dit, mais c'est pas possible qu'ils soient à cette place-là. Donc, moi, ce qui m'a vraiment marqué en densité, c'est clairement c'est Cerzinal. Et ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait aussi, ouais, je pense que aussi Cardinal est vraiment un petit peu au-dessus des deux autres. C'est que c'est une course où se retrouvent en fait des athlètes de différents horizons. Il y a souvent ben, des coureurs de courses d'orientation qui viennent se frotter aussi aux coureurs en montagne. Et puis vu que c'est une course qui est pas très technique, et ben, on voit aussi parfois des routards avec des très gros moteurs qui viennent un petit peu s'immiscer parmi les trailers. Et en fait, c'est ce mélange de plusieurs disciplines qui fait qu'il y a vraiment du très très haut niveau. Là où Zegama et une course à part entière, mais sa technicité fait qu'elle s'ouvre un petit peu à un public moins large pour venir faire de la compétition. Donc c'est plus des spécialistes là aussi, des courses un petit peu plus techniques qui vont s'imposer, même si il y a chaque année des grosses densités et une course qui est mythique par le public qui est là-bas. Je pense que Cerzinal est un petit peu un cran au-dessus. Et le marathon du Mont Blanc, où est-ce que tu le placerais, toi, Nico? Bah, moi, je dirais que, en fait, Zegama et le Marathon du Mont Blanc, en fait, c'est des grosses courses internationales avec derrière un peu un gros rendez-vous national, donc soit espagnol, soit français. Donc, moi, je les mettrais, ouais, quand même, ça dépend des années, mais à peu près sur le même plan. Franchement, c'est deux grosses courses aujourd'hui. Pour gagner, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, il faut avoir un niveau absolument monstrueux, même pour rentrer sur le podium ou le top 5. Je les mettrais sur le même plan à peu près. Et Cardinal, oui, comme on l'a dit, c'est au-dessus. Et puis c'est une course aussi qui a une date qui permet à des coureurs qui font autre chose de venir, comme vous l'avez dit. Et moi, pour avoir fait les trois courses, il n'y a clairement pas photo. Cardinal, ça, alors ça me convient sûrement un peu moins en termes de qualité aussi, mais ouais, j'ai déjà eu fait des courses correctes et je crois que j'avais fait 45e une année en faisant 2h47 pour ceux qui connaissent un petit peu les chronos là-bas. C'est à peu près le record féminin. C'est voilà un record féminin une féminine qui finit autour d'une 50e place sur une année. Ça arrive quand même, je pense, nulle part. Donc c'est vraiment d'une densité incroyable pour ceux qui ont la chance ou qui auront la chance de le faire un jour. C'est incroyable quoi. Maintenant, on va parler de la Pastourelle. Alex? Bah, écoute, quand on voit le palmarès de la course et les précédents vainqueurs, notamment, je me rappelle d'un vainqueur en 2022 du 32 km qui, on va dire, on peut le dire, je pense, est un coureur de très haut niveau. C'est Moi, je quoi pense son que nom? ça reste quand Je même me une rappelle course, plus. ça reste une Ça course commence par un A et ça finit par Alexandre. ouais, je crois bien. Ouais. Non, non, Allez, non, on l'a mis dans la liste pour la blague, mais non, c'est une bonne course de niveau régional. Tu l'as pas mis dans la catégorie, mais c'est une course de bon niveau qui permet à des coureurs voilà, de plutôt bon niveau de se confronter Qui chaque était année. dans le Challenge national de trail cette année d'ailleurs et Ouais, il y a eu un beau plateau. le Euh, format long, on n'a pas parlé des Valence. résultats puisqu'il y avait la dernière épreuve à la 6000D, mais on en parlera dans le prochain podcast de ce résultat. Et pour ceux qui ont besoin d'argent, vous verrez qu'il faut aller faire ce circuit pour l'année prochaine. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que l'année prochaine, il y a un sacré paquet de coureurs qui vont s'y mettre. quand ils vont réaliser le prize money, donc on peut le dire directement, il y avait 6 000 € à la gagne de ce challenge qui consistait à faire trois courses du challenge TTN. Donc, bon, Challenge national de trail, c'est pas ouais. exactement pareil. Il y a deux types de formats, un trail long, trail court, avec six courses. Et il y On a, s'égare là, on s'égare. il y a On en dira plus la prochaine fois, Oui, quoi. on en dira. de courses, mais Juste, Petit teasing. on ce développera qu'on la prochaine fois. juste ce qu'on peut dire, c'est que Hugo Ferrari pensait aller gagner facilement les 6 000 euros, mais que avec sa piètre performance à la 6000D, je pense qu'il ne va pas gagner les 6 000. Et voilà, Non, les troisièmes normalement. c'est raté pour le Duc. Course suivante qui est fait, qui pour moi occupe beaucoup d'attention sur l'espace médiatique, c'est la Barclay. Théo, est-ce que toi ça te touche la Barclay? Non, pas spécialement. Je trouve que on touche quasiment au non-sens. C'est plus de l'aventure, plutôt vivre ça comme ça qu'une vraie course, à mon sens. Je comprends que certains soient pas d'accord, mais pour moi, c'est pas du trail comme on peut le voir sur du haut niveau ou autre. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut pas mélanger en fait la Barclay, qui est un peu une course aventure, avec le trail. Donc, je puisse comprendre que ça intéresse certains de comprendre un petit peu ce qui se passe là-bas autour de ce mythe. Puis c'est une course qui a une histoire assez particulière. Mais par contre, faut pas mélanger.
les vainqueurs de la Barclay avec des athlètes de haut niveau. Donc, c'est des athlètes qui ont des compétences très particulières, mais c'est pas forcément du trail. Et faut pas penser parce que un athlète a gagné la Barclay qu'il va venir commencer à gagner les meilleurs ultras. C'est vraiment des qualités différentes. Et donc, ouais, c'est quelque chose auquel moi aussi, personnellement, je suis pas très, très, très sensible. Bah, moi, juste mon avis et l'exemple que j'aime bien prendre, c'est que ce que j'arrive pas à me rendre compte à la Barclay, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment très difficile à terminer? Alors, il faut des compétences pour faire ça, mais est-ce que c'est juste très dur à terminer, peu importe les gens qu'on met au départ, ou est-ce que comme on choisit les gens, j'aime bien prendre cet exemple, même si ça n'a pas rien à voir, mais si demain on prend un UTMB, on prend des gens au pif et on met une barrière horaire à 22 heures, à 22 heures, il y a quasiment personne qui termine quand on voit le nombre de coureurs qui arrivent parmi les meilleurs du monde à le faire. Et en fait, c'est un peu ça, moi, que j'ai du mal. Après, ça reste un chantier tellement monumental que c'est sûr que c'est très dur et ça demande beaucoup de préparation. Mais oui, on sort du domaine du trail, quoi. Donc, on reste aux États-Unis avec le deuxième ultra un petit peu mythique des États-Unis et qui est pas forcément autant médiatisé. Enfin, c'est relativement équivalent, mais qui pourtant est beaucoup plus de haut niveau, qui est l'ultra le plus relevé des États-Unis. C'est la Western States Endurance Run. Donc, c'est une course de 100 miles qui est assez rapide. Et là, par contre, c'est vraiment une course avec une densité très folle. Même si ça reste dur de se qualifier, eh ben, il y a quand même beaucoup plus d'athlètes de haut niveau et on voit vraiment une densification des chronos. Cette année, vraiment une course très très dense. Donc, encore une fois, gagnée par Jim Wemsley. Donc là-bas, il y a aussi beaucoup de coureurs mythiques qui sont passés, mais pour moi, c'est vraiment la course de haut niveau d'ultra trail mythique aux États-Unis qui demande des qualités vraiment différentes de celles de la hard rock, mais c'est pas le type de parcours qui fait le haut niveau, c'est vraiment, comme on l'a dit, la densité. Et là, à la western, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, la densité était vraiment, vraiment très forte et ça va de plus en plus vite. C'est vraiment la course qu'il faut faire si on veut faire de haut niveau en ultra et que on est aux États-Unis. Ouais, bah, moi, je dirais un petit peu en extrapolant que c'est un peu le championnat du monde de l'ultra roulant, quoi. C'est quand même vraiment un ultra un peu particulier par rapport aux autres grands ultras un peu mondiaux qui sont quand même souvent plus montagneux. Celui-là, c'est celui qui est le plus rapide et ça permet à souvent des profils qu'on ne connaît pas forcément bien en Europe, notamment bah, des Américains, de sortir des grosses performances. Alors certains arrivent à transférer ça autour du Mont Blanc, c'est pas toujours le cas, mais ouais, non, c'est une course mythique. Et puis, il y a quand même cet aspect chaleur qui rend le truc vraiment, vraiment ouais, mythique parce qu'il y a l'altitude à la hard rock et à la western, il y a la densité plus la chaleur. Ça fait une course qui est quand même dingue. Moi, c'est peut-être le seul un peu regret que j'aurais dans ma carrière de ne pas avoir essayé de faire ça plus tôt, même si, bon, peut-être que je tenterai ça un jour. Allez, dernière course qui pourrait alimenter un autre débat. Est-ce que c'est du trail? Est-ce que c'est pas du trail? C'est la Saint-Élion, donc qui est une course de nuit qui est assez roulante. Ça, c'est pas la question du jour. Est-ce que la Saint-Élion, c'est du haut niveau? Alex, toi qui aimes bien cette course. Oui, 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 je pense que c'est du haut niveau. Pareil, c'est une course qui est roulante, qui reste accessible à tout un type de coureur, à des coureurs assez différents, que tu sois très bon sur le marathon à plat ou très bon sur du 100 km, même un peu plus roulant. C'est une course, je pense, qui réunit quand même pas mal de coureurs de très bon niveau et qui manque un peu de densité parfois. C'est assez variable en fonction des années. Mais globalement, quand on regarde le top 10 à chaque fois, alors plutôt masculin quand même, on va dire que c'est plutôt les top 3 voire 5 féminins qu'on peut considérer, je pense, comme haut niveau. Mais quand on regarde les top 10 masculins, j'estime que c'est une course de très bon niveau national. Ouais. C'est sûr que moi, perso, c'est une course en fait qui m'attire pas du tout par son aspect esthétique et son parcours. Mais par contre, si il y a une saison qui est assez creuse et aller faire une dernière course pour se confronter à un très bon niveau national, c'est quelque chose qui reste imaginable, bien sûr, même si c'est le dernier recours. Ce côté un petit peu densité, très bons athlètes sur un format très long, c'est quelque chose qui pourrait m'attirer. Nico l'a déjà fait. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, c'est un peu la course de rattrapage pour plein d'athlètes. Il y a quelques athlètes, souvent de la région, pour qui ça peut être un objectif, dont Baptiste Chassagne par exemple. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand même pas un objectif majeur des athlètes. Après, des fois, certains très bons athlètes poursuivent leur saison, notamment, c'était un peu plus le cas avant, après les Templiers, en poursuivant jusqu'à Saint-Élion. C'était mon cas l'année où je l'avais fait. J'ai fait qu'une seule fois, après j'ai fait les relais. Après, moi, j'aime bien l'ambiance. Après, du coup, je trouve que c'est vraiment sympa en relais.
Après, en solo, c'est long, les conditions sont difficiles. Donc, ouais, il faut quand même avoir une saison assez creuse, mais ça reste une très belle course. Et puis, surtout, il y a quand même très peu d'autres courses à cette date-là, notamment en France, quoi. Allez, on va finir la série sur les courses de l'UTMB, donc événement majeur de la scène internationale. Par contre, j'aimerais mettre une petite astérix, donc il ne faut pas tout mélanger sur les courses de l'UTMB. Il y a vraiment maintenant, depuis qu'il y a les circuits, une scission entre les courses de haut niveau et des courses qui sont un petit peu moins de haut niveau. Donc bien sûr, les trois courses phares qui sont les courses de haut niveau sur le format long et qui sont, je pense, que ce soit sur les trois formats respectifs, les courses où il y a la plus de densité au monde. Donc sur le format 50-60 km, on a l'OCC qui fait 56 km, où chaque année, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, une densité exceptionnelle. Pareil sur la CCC, qui est pour moi clairement la course de 100 km la plus relevée au monde et la course où il faut être, si on veut dire, moi je fais du haut niveau sur du trail de 100 km, c'est ça aussi qui m'anime et qui va faire que je vais m'aligner au départ dans quelques semaines. Et puis l'UTMB, franchement, c'est vraiment le 100 miles avec le plus de densité au monde. Et là, on c'est pas surcoté. Il y a une grosse attention médiatique, mais c'est vraiment la course où il faut répondre présent quand on veut être un athlète de très haut niveau. Et chaque année, des startlistes qui sont incroyables. Par contre, je voulais mettre voilà, la TDS qui maintenant est un petit peu moins relevée. Et la MCC, pareil, c'est l'événement, il est de haut niveau, mais ces deux courses, forcément, sont clairement pas dans la même catégorie. Il y a des bons athlètes qui vont s'aligner là-bas, mais si on veut faire du haut niveau, c'est pas sur ces courses qu'il faut être. Et puis la dernière, maintenant c'est la petite dernière qui est un petit peu entre les deux pour moi, c'est l'ETC. Donc c'est la course de 15 km de l'UTMB l'UTMB a fait ce format un petit peu plus court pour pouvoir permettre aux athlètes plus rapides de venir sur l'événement, de venir sur le festival. Donc, est-ce que l'ETC pour toi, Nico, c'est une course de haut niveau, sachant que c'est pas une finale des circuits UTMB? Ouais, bon, c'est une course jeune, du coup on a peu de recul. Je pense que l'année dernière c'était quand même une sacrée course en termes de niveau. Après, il y a aussi ce côté, c'est sympa, du parcours un peu identique avec l'YCC. Donc par exemple, l'année dernière on avait remarqué l'énorme performance de Lucas Herleux qui avait fait l'YCC dans les chronos qu'il aurait mis, je pense, troisième ou quatrième de l'ETC. Mais je te rejoins. Moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec les athlètes qui se revendiquent de haut niveau et qui prennent part à une autre course que l'une des trois finales, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, je pense qu'il faut mieux gagner une TDS ou une MCC que faire dixième d'une OCC ou d'une CCC. Pourtant, je pense que c'est pas plus facile de faire un top 10 sur l'une des finales que de gagner l'une des courses évoquées, quoi. Voilà, très belle conclusion. Donc, je pense qu'on peut clore la catégorie. On va pas passer en revue toutes les courses du monde, mais là, je pense qu'on a déjà fait un petit tour assez intéressant des courses de haut niveau qui nous tiennent à cœur et les autres qui nous semblent un petit peu surcotées. Donc, en parlant de haut niveau, la transition est toute trouvée vers le deuxième sujet. On va donner d'abord la parole à Nico parce qu'il va ensuite nous quitter. Donc, on ouvre le débat. Est-ce que pour vous, le trail peut faire son entrée au JO? Quelles seraient les problématiques associées à ça et un petit peu les bénéfices? Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ju- Bah, si on se met du Juste, côté. juste Nico, dis pas tout parce que qu'il nous reste deux, trois arguments quand même sur le Ouais. sujet. Bah, moi, je centrerais plus le truc sur la fête que sont les JO. Et je pense que pour un athlète, vivre les Jeux Olympiques, c'est quand même un truc de fou. Donc, moi, je souhaite aux jeunes de pouvoir vivre cette aventure des JO. Après, je vous laisserai développer sur la partie plus sportive. Mais ouais, c'est beau de participer à cette fête. On le voit avec les JO à la maison que les athlètes, ils ont dit, j'entendais Renaud Lavillenie hier sur RMC, je crois qu'il disait, bah voilà, j'ai pas pris part, j'ai pas pu me qualifier, mais j'ai pu vivre le relais de la flamme et qu'il avait quand même participé grâce bah, à son passé d'Olympien. Donc, je pense que c'est quand même une fête majeure pour les gens qui aiment le sport et c'est quand même le regroupement de plein de sports et je pense que c'est quand même fou à vivre en tant qu'athlète, quoi. Magnifique. Tu nous laisses la porte ouverte. Et avant que tu partes, est-ce que tu peux nous donner, avec un petit peu d'avance, ton coup de cœur de la semaine? Ouais, alors j'en avais pas trop réfléchi et puis du coup ce matin on a fait une belle sortie et hier quand je suis passé dans le village de la Tuile donc qui est sur le col du Petit Saint-Bernard côté italien, il y avait un trail et on a fait plus ou moins le parcours du 25 km ce matin en rando course et c'est absolument magnifique. Donc si l'année prochaine vous cherchez un trail fin juillet
Sur tous les formats, je crois qu'il y a un 25, un 40 et un 60. Je vous conseille le trail de la Tuile, qui est absolument magnifique sous le glacier du Rutor. C'était splendide. Magnifique. Allez, on te libère. Merci Nico, encore une Merci à fois. vous. À Merci à bientôt. Salut l'encyclopédie. Nico, ciao. Allez, on continue sur le sujet des JO. Donc, quelque chose qu'il faut forcément aborder, et dont on est conscient, c'est que si le trail fait son entrée aux JO, il faudra définir un format. Et ce sera un format, ben, forcément, ça ne représentera pas le trail dans son intégralité, puisque le trail, eh ben, si on englobe avec la course en montagne, c'est des courses de une petite heure jusqu'à plusieurs heures. Donc, on ne pourra pas faire tout le trail aux JO. Et forcément, on sait que que les JO ont des contraintes aussi d'être télévisuels, forcément. Donc, on imagine avec facilité un parcours qui devient de plus en plus petit, de plus en plus aussi aseptisé peut-être et moins naturel. On imagine aussi des boucles comme on a maintenant, bien sûr, sur le VTT olympique. Néanmoins, ben, je suis quand même le VTT olympique avec assiduité. Je pense que c'est des très beaux athlètes. Je pense que c'est un très beau sport et même s'il a évolué par rapport à son essence première, ben, moi j'aime suivre le VTT. On peut imaginer que que le trail au JO, ce soit un parcours en étoile, une course peut-être entre une, deux, peut-être voire 3 heures si on va sur un format très long. Donc, est-ce que ça dénature le sport? Est-ce que ça, c'est la question reste ouverte. Alex, c'est quoi ton avis là-dessus? Sur cette question-là, très précise, je pense que en fait, le trail, c'est une discipline qui est tellement vaste et on le voit, des formats courts, des formats longs, des boucles, des traversées, il y a plein de choses qui existent. Je pense que, alors on en parlera plus tard, moi personnellement, je suis contre le trail au JO. Par contre, je pense que ça pourrait très bien se mettre en place et que ça pourrait très bien se passer et que ça ne dénaturerait pas forcément le sport. On le voit avec les Golden Trail Series, là, notamment Greg Bollet qui en a parlé dernièrement et qui remettait en avant son envie de voir le trail au JO et qu'il a mis en place par le biais des Golden et notamment de la finale de l'an dernier en Italie où il a réalisé en fait des circuits en fleurs. Il appelle ça comme ça. Donc vous avez un point central, un point de départ. Et ensuite vous avez des boucles qui à chaque fois reviennent au point de départ. Et donc c'est très visuel. Ça permet de créer une petite fat zone aussi sur le lieu de départ. Donc que les gens puissent à chaque fois revoir les coureurs. Euh, Moi, pour l'avoir un petit peu regardé l'an dernier, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt attrayant. Donc voilà, moi je suis contre le trail au JO. Par contre, je pense que Pourquoi? le format, il est tout trouvé. Mais pourquoi, développe un peu du coup, pourquoi tu voudrais pas voir le trail au JO? Parce que moi, je suis pas, en tant qu'athlète, je suis pas forcément attiré cet aspect un peu, on va dire, patriotique et de représenter la France. On le voit aussi au niveau du trail, hein. C'est quand même un sport qui s'est construit aussi hors de la fédération française. Et il y a plein d'athlètes qui sont un peu extérieurs à ce système-là et pour qui le maillot bleu n'est pas un objectif en soi. Il y en a d'autres pour qui c'est un Graal. Moi, personnellement, ça ne l'est pas. Et justement, Nico parlait des jeunes. On en a discuté un petit peu là pendant la semaine de stage avec les jeunes de ce truc-là. Et voilà, un jeune comme Jules, qui lui est en équipe de France depuis 2 ans, pour qui le maillot représente vraiment quelque chose, lui, clairement, il est pour le trail au JO et ça pourrait devenir un objectif si le trail rentrait au JO. Théo, quel est ton avis sur la question? Comment tu vois ça? Et bien, moi, je trouve que l'entrée du trail au JO, ça me fait un peu penser au foot. C'est un sport extrêmement populaire, mais je pense pas que les compétitions de trail telles que l'UTMB ou le format Golden en pâtiraient parce que ça serait plutôt un petit peu, comment dire, les athlètes secondaires qui iraient. Comme on voit par exemple l'équipe de France de foot, on voit quand même c'est des seconds couteaux, on va dire, entre guillemets. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour populariser le trail. Voilà, je pense que ça peut être cool, ça peut être intéressant. Et par contre, il faut pas que ça soit de l'ultra, faut comme tu as proposé, tu vois, genre entre 2 et 3 heures, un truc assez télévisuel, assez dynamique. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir ça. Ouais. Moi, je suis plutôt pour, du coup. Je serais Puis content. on Plutôt peut pour. aussi imaginer, ben ouais, forcément, une très belle vitrine pour le sport qu'est le trail. Et je pense aussi que, en fait, même si on doit faire un format qui est différent de ce que nous, on a à cœur,
Je pense pas qu'en fait les autres compétitions en pâtiraient. C'est pas parce que le trail JO devient aseptisé sur des petites boucles que l'UTMB va perdre de son aura, même peut-être plus au contraire. Et puis aussi, on aura peut-être plus de soutien au niveau fédéral pour les athlètes qui représentent leur pays. Donc ça peut peut-être aussi aider à ça et à faire vivre des athlètes émergents qui sont en fait détacher un petit peu l'aspect communication des revenus des trailers. On verra peut-être des trailers qui communiquent pas très bien, mais qui par exemple sont très très forts et pouvoir vivre plus décemment que ce qui se fait aujourd'hui où forcément, comme on le sait tous, la médiatisation est directement, enfin plutôt l'inverse, les revenus sont plutôt directement liés aussi à la méditation et pas seulement au résultat. Donc ça, c'est peut-être un aspect aussi qui pourrait plaire à certaines personnes. Et donc, Alex, tu veux compléter là-dessus? Non, mais Théo a lancé un peu le sujet, mais la question du haut niveau, elle va se poser et de la densité. On le voit bon, sur les mondiaux l'an dernier où la date était très bien placée, il y a pu avoir une très grosse densité à un très haut niveau parce que c'était loin de l'UTMB. Mais est-ce que si demain le trail rentre au JO, alors vu que c'est tous les 4 ans, j'imagine que oui, mais est-ce que des athlètes seront prêts à sacrifier un UTMB au profit d'un trail aux Jeux Olympiques? Je sais pas. Surtout que si on parle d'un format très court. Voilà, quels athlètes ça va concerner véritablement. Donc, c'est toute la question qui a se poser. Et puis, il y a un petit sujet qui a été lancé, je crois que c'était au championnat de France de course en montagne, de course en montagne sur le live. En fait, c'est le président de la fédération, André Giraud, qui avait parlé de, C'était au France de de ça. Trail, mais ouais. Ouais, au France de Trail. Qui avait parlé de ça justement et qui disait qu'ils allaient sûrement proposer, que la fédération allait sûrement proposer le trail au JO, alors soit en sport test, soit essayer de le faire rentrer directement aux Jeux d'hiver de 2030 30. qui ont lieu en France. Donc pareil, là c'est donc le trail aux Jeux d'hiver, voilà, où on le fait, comment on le fait, c'est toute une question un peu bizarre. Donc là, en tout cas, la fédération a l'air d'avoir très envie que ça rentre aux JO, ce qui est forcément compréhensible, hein. On sait tous un sport olympique a beaucoup plus d'aide de l'État notamment, donc à suivre. Ouais, je pense qu'on a donné pas mal d'éléments de réponse. On va laisser les auditeurs se faire leur propre avis. On va pas vous donner une réponse toute faite. Donc, merci les gars pour vos différents avis. On lance la dernière rubrique de ce podcast, les petites recommandations. Donc, Nico vous a recommandé le Trail de la Tuile. Moi, j'ai autre chose à vous recommander. Donc, c'est un petit magazine. Là, je vais vous le montrer. Donc, il n'y a que les soutiens qui peuvent le voir. Ça s'appelle Salty Trail Running. Donc, c'est un magazine qui est allemand, mais qui est rédigé en anglais. C'est un magazine, en fait, qu'on m'a donné sur un événement. Et pour une fois, d'habitude, tout ce qui m'est distribué, je le regarde même pas, je le mets directement à la poubelle. Mais celui-là, il m'a bien attiré l'œil parce qu'en fait, il est très bien réalisé. C'est plus qu'un magazine, c'est vraiment un bel objet avec des belles photos, un papier de qualité. Et à la fois qui n'est pas plastifié. Donc, ça, c'est juste pour le petit plus. Donc, c'est un nouveau magazine qui est en anglais. La direction artistique, elle est vraiment incroyable. Il y a des interviews, c'est surtout basé sur les interviews. Ils font aussi des petites analyses d'événements. Ça permet un peu d'élargir un petit peu sa vision du trail et pas se rester focus sur le trail français. Donc là, il y a Christian Meyer, l'ancien cycliste pro qui a gagné la TDS l'an dernier, qui parle un petit peu de sa vision du trail. C'est super, super enrichissant de voir comment un ancien trailer, un petit peu, qui avait une démarche très, très de haut niveau, ben, pour le coup, fait plus un truc plus aux sensations et qui, malgré tout, arrive à quand même faire des très belles courses. Il y a aussi des nouveaux profils comme des athlètes allemandes et à la fois des anciens comme Krupika ou le photographe Alexis Berg qui est mythique dans ce sport. Parmi les chroniqueurs, on peut aussi noter Francesco Pupi, donc athlète emblématique qui fait aussi travaille beaucoup pour développer le trail, l'athlète italien. Donc c'est cool de voir des gens comme ça qui s'investissent, qui font un bel objet. Vous pouvez le procurer sur Internet, donc sur leur site Salty Trail Running pour 15 euros. Donc si vous voulez un petit peu élargir votre vision du trail et puis découvrir d'autres cultures en dehors des frontières françaises, c'est ma recommandation de la semaine. Alex, Ouais, non, juste pour revenir rapidement sur les JO, j'avoue quand même la cérémonie d'ouverture, je sais pas si les Ça, gens l'ont vu, mais non, parce que ça me revient tout de suite, mais la cérémonie d'ouverture, c'était quand même quelque chose, et tu te dis, bon, quand même, en tant qu'athlète, vivre ça au moins une fois dans sa vie, c'est quand même grand, ça doit être quand même sacrément grandiose. Et moi, ma petite recommandation, mon petit coup de cœur, c'est, bah, je vais rester
je suis encore dans les Pyrénées, donc je vais rester local. C'est la Sky Race des Gabizos. Donc Mathieu, tu te souviens certainement, on y était il y a 3 ans. Allez, je vous invite à aller voir une des toutes premières vidéos de ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez Sky Race des Gabizos Mathieu Delpech, vous allez la trouver avec un cadreur exceptionnel. Donc, vous aurez la surprise de savoir qui c'est si vous allez voir la vidéo. Tout à fait. Et donc, j'ai eu le plaisir d'y retourner cette année et de pouvoir emmener les jeunes de l'académie. Et franchement, c'était juste incroyable. Une ambiance familiale, conviviale, avec, comme je le disais tout à l'heure, le président des Esclopes d'Azun, donc, qui est le club support qui organise la course, Philippe Lannes. Donc, c'est vraiment des purs passionnés. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore ce trail-là qui existe et il existe encore dans plein d'endroits. Et le trail, c'est du haut niveau, comme on en a parlé. Notre but avec l'académie, c'est de former les jeunes à haut niveau et de les confronter aux meilleurs, donc dès que sur des courses relevées. Mais c'est aussi, je trouve, important de les emmener dans l'autre phase du trail, on va dire, et qu'ils puissent découvrir que le trail, c'est pas que le haut niveau. Voilà, donc c'est mon petit coup de cœur. N'hésitez pas à venir découvrir les Hautes-Pyrénées et le Val d'Azun, où la course se déroule. Franchement, c'est incroyable. Une belle course à taille humaine avec des très belles valeurs qu'on recommande à tout le monde. Théo, quelque chose qui t'a tapé dans l'œil ces dernières semaines? Faut pas le tourner comme ça, Mathieu, ça sera mal pris. Le coup de cœur, quand même, c'est pour voir le nombre de femmes qui se mettent au cyclisme. Et du coup, avec ma compagne, on était au Cormet de Roseland ce week-end. On était franchement étonnés du nombre de filles qui roulaient. C'était impressionnant, je pense. C'était au moins 40%. C'était des femmes. Donc, franchement, c'est top. Ça fait plaisir à voir. Je me demande pourquoi il y en avait autant. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être le Tour de France féminin, peut-être le Tour de France aussi qui est un peu plus médiatisé que les autres années, peut-être les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est extrêmement cool de voir ça et de voir que le cyclisme se féminise. C'est top. Magnifique. Et puis, mesdames, faites quand même du trail, hein, si vous nous écoutez. Le cyclisme, c'est bien, mais on veut plus de filles dans le trail. Pas que j'ai besoin de filles, mais que c'est cool de voir la densité et des belles bagarres aussi chez les féminines. Donc, je pense que c'est un beau mot de conclusion pour ce deuxième épisode du renommé Le Trail qu'on aime, donc le deuxième sous ce nom. Et puis encore une fois, donc merci à tous nos chroniqueurs. Et si vous êtes encore là, ben, ça veut dire que probablement vous avez bien aimé. Prenez quelques secondes pour mettre une note sur vos plateformes d'écoute et un petit commentaire aussi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller sur le KissKissBankBank pour nous soutenir, qu'on fasse des meilleures enquêtes parce que là, Alex Viol, il a plein d'enquêtes sous la main, mais il faut quand même que je rémunère un petit peu peut-être son travail dès qu'on a de l'argent. Donc là, on a eu quelques premiers petits dons sur les premiers épisodes, ça fait plaisir. Là, on va vous lancer du très très lourd. Alex, tu as le mot de conclusion de cet épisode. Non, juste, n'hésitez pas à commenter, que ce soit dans le KissKissBankBank ou sous l'épisode sur la chaîne YouTube. Ou voilà, dès que vous pouvez laisser un épisode, et notamment, ouais, je me suis perdu dans mes pensées, mais dès que vous pouvez laisser un petit commentaire, moi je me ferai un plaisir de venir débattre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, merci de nous avoir écoutés, puis on se dit à très vite. Ouais, n'hésitez pas à donner aussi vos avis sur les questions qu'on a évoquées ou tout autre retour sur les épisodes. Ça fait toujours plaisir pour s'améliorer. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Salut!